Bonjour à toutes et à tous, c'est Alerari. Aujourd'hui on va parler du club de Bruges en Ligue des Champions, qu'on fait un 9 sur 9. Voilà, donc c'est mon club de cœur, donc comment dire, j'essaie d'être un maximum objectif, vu que c'est mon club de cœur. Donc je vais vous expliquer plusieurs raisons pour lesquelles pour moi ils ont fait le 9 sur 9. Juste deux petites choses avant de commencer la vidéo, c'est comment dire, par rapport au Tour de Lombardie, je vais pas forcément faire de vidéo parce que comment dire, la course pour moi n'a pas été intéressante, donc c'est du cyclisme pour ceux qui ne le savent pas. Et je vais parler du Grand Prix de fin de Suzuka. Je pensais pas parler, vu que la chaîne je l'ai pris vraiment en cours d'année, d'événements spécifiques, mais là il y a tellement de choses à dire pour ma part que je pense que je vais en parler, des choses qui n'ont pas forcément été dites par d'autres youtubeurs F1. Voilà, on va tout de suite passer avec la vidéo de Bruges. La première partie, on va tout simplement parler du passé. Donc depuis 2016-2017, le club de Bruges a été dans toutes les phases des Ligues des Champions, à part en 2017-2018, dans les phases de groupe. Donc ils n'ont jamais pu passer les huitièmes de finale. Donc c'était quand même chaud, c'était il y a 2 ans quand le Chelsea a gagné, en 2020-2021 du coup. Là, on a failli passer en huitième, ça c'est vraiment joué à rien. C'était contre la Lazio, et comment dire, en fait, De Ketelaere fait une barre à la 92e minute, donc s'il met le but, c'est tout simplement la qualification pour Bruges pour les huitièmes de finale. A noter que, comment dire, c'était un match complètement dingue, parce qu'on a fait. Enfin, la Lazio avait marqué au bout de 9 minutes de jeu, il me semble. Bruges a égalisé à la 14e. Ensuite, on se prend un pénalty à la 28e minute. On se prend une rouge à la 35e minute. On arrive à égaliser à la 75e minute. Et ensuite, à la 92e minute, on a failli marquer, quoi. Donc ça a fini quand même de 2, c'était un bon résultat. On avait eu 8 points. Et la Lazio 10, du coup. Mais si on avait gagné, on aurait été devant la Lazio. Je sais même plus qui était le premier de ce groupe. Il me semble que c'était Dortmund, si je dis pas de bêtises. Le deuxième élément que je voulais mettre en lumière, c'est par rapport au mercato. Donc on va regarder le mercato des 4 équipes du groupe. Et on va se rendre compte que Bruges fait la plus grosse dépense avec 48 millions et comment dire, 400 000 euros. Alors Porto est dans les mêmes eaux, c'est aussi 48 millions, ça joue vraiment à moins d'1 million d'euros de différence. Par contre, pour Leverkusen, on est à 13 millions et l'Atletico, on a 26 millions 500 000 euros. Donc, comment dire, on se rend compte en fait que Bruges a fait pas mal de dépenses. Notamment pour Yaremchuk, qui est venu de Benfica pour 16 millions d'euros sur mon transfermarkt, mais il me semble que c'est plus, comment dire, 20 millions. On a eu 10 millions pour Onyedika, qui est vraiment très important au rôle de milieu défensif. On a aussi d'autres petits transferts à 6 millions, 5 millions d'euros, donc je pense à Meyer pour 6 millions d'euros, qui joue très bien sur le flanc 3, d'ailleurs contre Porto il met une passe D magnifique. On a Rudgla évidemment du FC Barcelone qui est venu pour 5 millions d'euros, qui est très important pour le club de Bruges en attaque. Par exemple, par contre, Yaremchuk qui a été vendu 20 millions, n'a pas encore fait un match titulaire en Ligue des Champions par exemple. On a aussi évidemment des valeurs sûres, et on a aussi eu un transfert interne de nos jeunes, donc qui est Silla, qui est un défenseur central évidemment très jeune, mais qui a été homme du match lors du premier match contre le Bayer Leverkusen et qui est très très bon. Donc voilà, donc c'est aussi pour vous expliquer que Bruges, en fait c'est à moitié surprenant ce qui se passe, parce que par exemple, vous voyez 48 millions sur un mercato, c'est le seul club en Belgique qui peut se permettre ça, mais même beaucoup de clubs en France, je pense, ne peuvent même pas se permettre de faire la moitié de ce qu'ils font. Après, il y a pas mal comment dire, de travail fait en amont pour comment dire, avoir la Ligue des Champions, donc c'est plus sur le sportif. Il n'y a pas vraiment un investisseur dans le club, c'est vraiment comment dire, tout comment dire, se déroule avec des actionnaires belges et un directeur belge. Par contre aussi, il faut noter qu'on a vendu pour 56 millions, donc Charles de Ketelaere a été vendu pour 35 millions d'euros, je pense, plus ou moins, à l'AC Milan. On a eu Stanley Nsoki, l'ancien de Paris, qui a été vendu à Offenheim pour 15 millions d'euros. Donc en fait, on est quand même en bénéfice par rapport à ce mercato. Après, le mercato ne fait pas tout, évidemment, parce que
Déjà, comment dire, il y a l'année passée, Paris et Manchester United ont fait les deux meilleurs mercato et sont complètement, comment dire, trompés, je veux dire, en Ligue des Champions. Hein. C'était 2 années catastrophiques, enfin, ça a été une année catastrophique pour ces deux clubs. Et par exemple, cette année, Manchester City, qui est pour la première fois en bénéfice, fait peut-être sa meilleure année, on va dire. Donc, comment dire, ça veut rien dire le mercato. Après Manchester City, il faut quand même faire attention parce que là, certes, comment dire, c'est des adversaires qui sont un peu en méforme, mais comment dire, il faut voir dans les groupes, les phases d'élimination directe s'ils peuvent encore tenir le cas, ce qui est jamais le cas justement. Aussi, par rapport aux adversaires de Bruges, donc ça va être la troisième partie, ils sont quand même en méforme les trois équipes, donc c'est pour ça qu'on a eu un peu de chance que dans le tirage. Quand j'ai vu la presse belge qui dit on a des chances d'aller en huitième avec ce groupe-là, quand j'ai vu ça au début, alors le Bayer Leverkusen était déjà un peu en difficulté, donc je me dis pourquoi pas jouer à la troisième place. La régulière, personnellement je vois ce groupe-là, Bruges finit quatrième à tous les coups, en étant, comment dire, même supporter de Bruges, je me dis c'est pas possible. À la limite si ça avait été le groupe D de Marseille, là je me dis il y a largement moyen d'être dans le top 2. Mais dans ce groupe-ci, je me dis c'est pas possible, même si les équipes sont en méforme. Et comme je l'ai dit en début d'année, il n'y a vraiment que Leverkusen qui sont en méforme. Mais c'est vrai que Porto et l'Atlético sont aussi en méforme. Ce qui fait aussi que là, du coup, on a eu 9 sur 9. Après, il faut voir parce que l'Atlético, c'est toujours pas ça. Mais par exemple, Porto, ça va quand même beaucoup mieux. Leverkusen, c'est moyen encore. Donc je pense que le match contre Porto à domicile va être très compliqué à jouer. Mais je pense que ici, cette semaine contre l'Atlético, on peut déjà gagner ce match. Même si c'est à l'Atlético, ou même faire un nul, ce qui serait déjà pas mal. Hein, et 10 points sur 12, ça serait énorme. Et je pense qu'on serait vraiment pas loin d'une qualification pour les huitièmes de finale. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est par rapport au match à l'extérieur. Parce que Bruges a tendance à, comment dire, être aussi bon chez eux qu'à l'extérieur. Notamment cette année, hein, le meilleur exemple. Parce que contre Porto, on fait quand même 0-4 chez eux. Pour ceux qui s'en rappellent aussi, maintenant pas mal d'années, c'est quand Monaco était en Ligue des Champions. Je crois que c'est leur dernière fois en Ligue des Champions. Tout simplement, comment dire, on les avait aussi battus 0-4 chez eux. Et souvent, en fait, comment dire, on fait plus ou moins des résultats très bons à l'extérieur. Je pense notamment aussi au 2-2 au Real Madrid. Franchement, il y a pas mal d'exemples. Encore le 2-2 aussi que je vous ai parlé en début de vidéo contre la Lazio. Il y a vraiment énormément de très bons résultats qui ont été cherchés à l'extérieur. Et c'est pour ça que, même si on a eu 2 matchs à domicile et un match à l'extérieur, c'est ça que je me fais pas trop de soucis. Parce que les matchs à l'extérieur sont les gèrent quand même plutôt bien, ce qui est quand même, comment dire, bizarre, je veux dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. L'avant-dernier point que je voulais parler, c'est par rapport à l'effectif que l'on a. Alors, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont un peu irremplaçables, je pense notamment à Mignolet. Mais en fait, quand on regarde l'effectif, plus ou moins à chaque ligne, on peut avoir un remplaçant. Donc je vais prendre tout d'abord la défense. Déjà, dans la défense, en fait, notre meilleur joueur qui est Clinton Mata est blessé. Le meilleur joueur aussi de la saison passée, donc est Matt Ritz, qui est plus un milieu défensif, hein, donc un numéro 6, qui est aussi blessé, qu'on lui doit un peu le titre, hein, parce que c'est vraiment le meilleur joueur comment dire, à la fin du championnat de Belgique. Donc voilà, on a 2 joueurs très importants qui sont blessés, pourtant on fait quand même un 9 sur 9. Ça c'est un défenseur 3 pour Clinton Mata. Donc là on a Denis Sodoy hein, qui est un peu un couteau suisse, donc il peut aller en 6, défenseur droit, il peut vraiment un peu tout faire, Denis Sodoy. En défense centrale, donc on a Silla, que je vous ai dit qui est assez jeune. On a Mekele, hein, toujours là, fidèle au club, mais on a aussi Boyata qu'on a transféré cette année, et donc il peut évidemment faire un très bon remplacement. À gauche, on a Meyer, hein, la nouvelle recrue néerlandaise, et en remplaçant, on a Edouard Sobol, donc international ukrainien, qui peut aussi faire le taf. En numéro 6, comme je vous ai dit, on a Matritz, mais cette année-ci, on a Onyedika qui a fait 3 excellents matchs dans cette phase de Ligue des Champions. Hein, franchement, c'est la meilleure recrue pour l'instant au club de Bruges.
Après, en numéro 8, on a Nielsen. Donc là, on peut aussi avoir Odoi qui peut le remplacer. Comme je vous dis, assez complet. On a même un Ruud Vormer qui est maintenant plus sur, comment dire, dans le staff, on va dire que joueur, mais qui nous a rendu énormément de services. Comment dire. Et après, en numéro 10, bon, on a Hanson Aken, qui est aussi un joueur qui est assez lent, mais qui est tellement agréable de ballon au pied, avec des passes chirurgicales. Donc, il sera pas utile dans vos équipes fut, mais il est très bon en réalité. Et après, donc là, il est un peu irremplaçable. Et après, pour les trois de devant, tout simplement Rudgla, bon, on peut mettre Yaremchuk, qui est quand même plutôt bon, même si pour l'instant il n'est pas trop en confiance, mais je me doute pas que, comment dire, que Yaremchuk, qui a joué à Gand et Benfica, il a toujours performé, donc je me fais pas de soucis pour lui, pour, comment dire, la fin de la saison. Par rapport au flanc, donc pour Sowa, on a, comment dire, Noah Lang qui peut le remplacer. Donc Noah Lang, pareil, pendant 2 ans, il nous a extrêmement bien servi. Donc ici, par contre, il est blessé. Mais franchement, pendant 2 ans avec De Ketelaar en attaque, c'était vraiment, comment dire, nos deux attaquants virevoltants. Mais là, par contre, bon, De Ketelaar a été vendu. Et ici, bon, on se retrouve quand même avec de très bons joueurs. Et sur la droite, par contre, c'est le seul changement qu'il y a eu lors des 3 matchs de Ligue des Champions. Donc pendant les 2 premiers matchs, pardon, c'était Skjoldsen qui a fait pas mal de dégâts contre la France avec le Danemark. Et pour le 3e match, par contre, donc c'est le seul changement qu'il y a eu. C'est Buchanan, donc qui est un Canadien, qui a été, comment dire, mis tout simplement titulaire parce que Skjoldsen était blessé. Buchanan justement revenait de blessure, mais il a été comment dire, plutôt bon. Mais on voit plus ou moins qu'à chaque ligne, on a à chaque fois un remplaçant, voire même plusieurs, parce que je voulais pas encore parler de Kyle Larin, qui a marqué pas mal de buts avec Besiktas l'année passée, donc un attaquant de pointe, avec un autre profil aussi, qui est plus un pivot, tandis que Rudgla et Yaremchuk ont pas mal de vitesse, vont pas mal aussi comment dire, distribuer des ballons. Et par contre, on a aussi en 6 Balenta, qui était comment dire, assez bon pendant 2-3 années et qui est toujours comment dire, au club, qui peut toujours rendre pas mal de services. Franchement, le seul poste, je pense que c'est les deux seuls postes par où c'est irremplaçable, c'est vraiment en numéro 10 et aussi au poste de gardien de but, que là, si on a une blessure, c'est assez comment dire, compliqué. Mais sinon, tous les autres postes, on a quand même des remplaçants qui sont équivalent, on perd pas beaucoup au change, quoi. Donc ça c'est vraiment important de le dire. Et ça c'est très important quand on doit jouer la Ligue des Champions plus le championnat. Même si ici pour le championnat on a encore perdu contre Westerlo, donc c'est assez compliqué. Mais comment dire, pour moi ça permet d'être performant en Ligue des Champions, ce qui est plutôt pas mal. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est par rapport au coach, qu'on n'a toujours pas parlé, donc Karl Hofkens. Il a été T2 pendant de longues années, donc sous les ordres de Philippe Clément qui est maintenant à Monaco et Alfred Schreuder maintenant à l'Ajax. Mais Karl Hofkens, pour moi, il est assez bon dans 2 domaines, donc tactiquement, et ce que je vais parler tout de suite aussi dans le relationnel. Je pense notamment, le meilleur exemple, c'est Kamel Sowa, qui l'année passée, comment dire, était un peu comme Griezmann, pas du tout en confiance. Pour un attaquant, il était meilleur défensivement qu'offensivement, donc ça allait pas du tout. Et cette année-ci, par contre, il revit. Il a encore mis un but d'ailleurs contre l'Atlético, c'est lui qui faut le score. Et franchement, je le reconnais pas du tout, mais je suis vraiment content pour lui. Après avoir, parce que par exemple, des Yaremchuk qui sont pas en confiance, comment il va les gérer, ben ça va être très important de le voir par rapport à la suite. Et tactiquement, le meilleur exemple à prendre, c'est vraiment contre l'Atlético en première mi-temps, parce que tout simplement, il y a eu vraiment un pressing énorme. Donc les relanceurs de l'Atlético, pardon, ont été vraiment pressés, que ce soit au Black ou même les défenseurs. Et franchement, ils en avaient plein les pieds, c'était impressionnant à voir parce que là, c'était, comment dire, à un moment donné, ils savaient même plus, comment dire, redescendre. Enfin, la balle ne passait plus même les 30 mètres, je parle même pas de la ligne médiane. C'était vraiment impressionnant à voir et ça a duré vraiment pendant 10-15 minutes. D'ailleurs, c'est là que le premier but est venu. Et franchement, comment dire, évidemment, on peut pas faire ça pendant 90 minutes, mais en plus, ça a apporté ses fruits. Donc, c'est vraiment plutôt bon. Contre Porto, l'équipe de Porto était vraiment méconnaissable. Donc là, il y a un peu moins de tactique, mais ils ont quand même mis 4-0. Donc, c'est pas non plus,
comment dire, le fruit du hasard. Et contre Leverkusen, comment dire, ben là, comment dire, on a mis le but sur corner assez rapidement avec Silla, donc qui a été très bon aussi défensivement. Là, c'est vrai que c'est peut-être le match où on a eu le plus de mal pour l'instant, mais on a quand même gagné 1-0. Après aussi contre l'Atletico et contre, comment dire, le Bayer Leverkusen, il y a eu 2-3 faits de jeu. Donc contre Leverkusen, il y a eu 2 buts annulés pour hors-jeu. Et contre l'Atletico, il y a eu un penalty raté de Griezmann. Et sur la même action, un but de Griezmann hors-jeu. Donc certes, on a peut-être parfois eu un peu de chance, mais après, les hors-jeu, il faut savoir bien faire le piège de hors-jeu, aligner sa défense, aussi, comment dire, une qualité que je pense qu'on peut donner vraiment au coach. Et le fait aussi qu'on n'ait toujours pas encaissé de but en 3 matchs, hein, avec quand même 3 bons adversaires, ce qui veut dire aussi pas mal de choses. Petite chose avant de conclure la vidéo que je voulais aussi apporter, c'est que pour nos 3 derniers matchs, on joue à 18h45. Alors je trouve ça un peu limite quand même, parce que autant, bon, 2 matchs je peux encore comprendre, parce que Bruges n'est pas une grande équipe européenne. Mais par contre, 3 matchs d'affilée à 18h45, je trouve ça un peu limite. Mais au moins, vous n'avez plus d'excuses pour rater les matchs. Même si le prochain match, il y a quand même Naples-Ajax en même temps. Mais sinon, après la 5ème journée, c'est Inter-Plzen. Et la 6ème journée, c'est le même match que le groupe. Donc c'est, je pense qu'on joue contre Porto. Donc ça doit être Atletico, Bayer Leverkusen. Voilà, donc n'hésitez pas donc, à regarder les matchs, hein, qui sont plus tôt, et au moins vous pouvez les regarder. En plus, c'est même pas en même temps que l'OM, qu'un club français, hein, pour certains Français qui pourraient me suivre. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, s'il y a des actes d'amélioration, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!